Donc ceux qui ont des questions, levez bien haut le doigt pour qu'on vous repère. Hein, parce que... Oui, merci pour votre présentation. J'avais une question sur le côté interdisciplinaire que je n'ai pas tout à fait vu dans votre recherche. Et ce que enfin, il y a des travaux en télémédecine, notamment en Science and Technology Studies, qui montrent combien c'est important de s'attacher aux aspects très prosaïques, concrets des outils, de leurs pratiques. Et finalement, j'avais du mal à voir dans votre présentation, mais vous avez été très pressé par le temps, la différence entre la greffe et le dispositif de télésuivi. C'est-à-dire que c'est tellement imbriqué qu'on a l'impression que... Et voilà, au niveau... est-ce que vous pensez étudier les différences, les changements organisationnels que ça implique dans les équipes, les questions de responsabilité juridique, de redistribution de la responsabilité juridique, et puis peut-être ça rejoindrait avec l'autre question, les phénomènes de triage et éventuellement voilà, les questions de différence, enfin voilà, de différence sociale, comment elles sont traitées dans ce dispositif ou elles sont mises de côté. Je peux faire un élément de réponse et puis Christina complétera. Dans le dispositif, enfin dans le projet transplantation pulmonaire et olevale, on ne peut pas mesurer l'impact, enfin comparer mesurer l'impact organisationnel, parce que dès lors qu'on introduit un objet connecté dans un service, forcément ça remanie l'organisation du service. Et donc c'est des aspects qu'on va aborder dans un autre projet de recherche dont je n'ai pas parlé ici, mais où là pour le coup ce sont des structures de soins qui vont être randomisées. Il y a des hôpitaux qui travailleront avec objets connectés versus des hôpitaux sans, par exemple. Ça, ce type de dispositif permet d'évaluer l'impact de la réorganisation de l'équipe. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je n'ai pas tout à fait l'impression. Et Christina, si tu veux compléter sur l'intrication entre... Oui, alors pour compléter justement, Philippe Dovreski, qui est en première ligne dans le travail avec les soignants, peut compléter s'il le souhaite. Oui, il y a toute une réorganisation à réfléchir, mais la proposition du projet OEVAL, c'est justement de pouvoir mettre en lumière quels sont les aspects qu'il faut avoir en tête dans ce type de démarche médicale. Donc c'est pour ça que le travail avec les groupes nous paraît très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons un post-doctorant spécialisé dans le travail de groupe, puisque cette dimension de comment la représentation se construit pour les soignants, elle est essentielle pour le type de travail avec le patient dans la suite. Je compléterai, alors sur les aspects juridiques, je compléterai la réponse, c'est-à-dire que il y a l'aspect enjeu psychique, mais sur la question de l'enjeu juridique que vous posiez et des alertes. La première partie, enfin c'est un projet qui va se dérouler en plusieurs parties, et la première séquence, la première partie, ne change pas les pratiques, c'est-à-dire que on va donner un bracelet connecté au patient, le patient va les données du patient vont alimenter un serveur, mais les médecins n'auront pas accès aux données générées pour ne pas changer leur pratique habituelle. Ça, c'est la première partie du dispositif. J'ai l'impression que je ne suis pas claire. Mais du coup, la première étape est déjà d'évaluer la connexion avant de voir comment de collecter des données et de voir ensuite si la collection de ces données et la mise en regard des données avec les événements permettrait de générer un algorithme prédictif. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est la mise en place de l'algorithme prédictif et de voir si ça change le parcours patient. Donc l'un dans l'autre, c'est un projet de longue haleine, justement qui est multidisciplinaire, faisant intervenir des chercheurs en SHS, médico-éco, etc. Juste pour compléter, ça fait 1 mois que nous avons commencé, donc c'est tout récent. Et aussi, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire des allers-retours dans d'autres cadres. Notamment, je participe aussi d'un groupe de recherche
au sein du CNRS, le pôle santé connectée et humain augmenté, dans lequel il y a plusieurs professionnels qui travaillent directement avec l'objet connecté, et donc des sociologues, des anthropologues, d'autres personnes qui pourront aussi être sollicitées dans ce travail de recherche. Oui, comme ce matin, d'autres personnes ont été victimes, soyez gentils de répondre assez brièvement pour qu'on ait plus de questions. Oui. J'ai 2 questions pour le docteur Dorto sur les balances connectées. Sur le résultat que vous avez énoncé, selon lequel ces balances ne sont pas fiables pour les masses grasses, qu'est-ce qu'on fait du point de vue de la transmission de ce résultat dans la société civile? Parce que là, on est typiquement à la croisée du savoir savant, du savoir profane ou citoyen, et puis du business, du marketing. Or, le marketing vend quand même des objets qui ont pour objectif d'orienter notre santé. Donc c'est quand même important un résultat comme ça à diffuser. Et la deuxième question qui est beaucoup plus technique, est-ce qu'au moins, comme les balances classiques, qui ne sont pas toutes étalonnées de la même manière, mais qui sont censées assurer quand même une bonne précision en termes de variabilité dans le temps, est-ce que ces balances donnent quand même des séquences de variabilité fiables sur les masses graisseuses, etc. Merci. Alors en termes de diffusion de résultats, il y a 2 niveaux de diffusion, le niveau académique et l'écriture du papier est en cours, et puis il y a une diffusion grand public. Pour ne pas brûler nos vaisseaux de la publication académique, on le fera en 2 temps. Et puis on a effectivement avec Christina sur les aspects par exemple sommeil qui sont très en vogue, il n'y a pas, je dirais pas de mois où il n'y ait pas un papier quelque part dans la presse grand public qui dit surveillez votre sommeil grâce à tel ou tel dispositif. On avait effectivement, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on dit qu'il faudrait qu'on écrive un papier sur le sujet. Là pour le coup on n'a pas de données scientifiques pour alimenter, mais en tout cas pour faire le socle du travail scientifique qui va suivre. Sur la reproductibilité de la mesure, dans le premier protocole et les résultats que je vous ai montrés, ce n'était pas quelque chose qu'on avait prévu, mais là on va le faire parce qu'effectivement c'est une question importante. Donc une question courte à chaque équipe. Pour vous, je voulais savoir votre travail à l'heure de l'épigénétique. Et pour vous, j'étais gêné par plusieurs fois sur les diapositives le mot prise en charge. Et je voulais savoir en quoi la santé connectée pouvait, enfin, ce qui pouvait apparaître, en quoi la santé connectée pouvait aller dans le sens de l'émancipation du patient et comment le patient pouvait s'approprier ce type de technique sans être totalement dépendant. Et puis aussi cette idée que maintenant les jeunes utilisent l'informatique de façon comme nous on utilisait le téléphone ou le SMS. Je ne sais pas si bientôt, psychiquement, il y aura un impact important de la santé connectée. Voilà. J'ai un petit point à dire juste sur cette question autour de l'épigénétique, et après je te laisse aussi. Mais en fait, l'un des points qui peut être intéressant par rapport à la question de l'épigénétique, c'est que même dans le cadre de tout un ensemble de mouvements qui vont regretter, notamment du côté états-unien, l'omniprésence de la notion de race du côté de la médecine génomique. Et moi, j'y ai participé à plusieurs reprises à des gens qui se disent, ce qui est très bizarre pour nous, parce qu'on n'a pas cette habitude-là, mais comment est-ce qu'on peut se débarrasser de la notion de race en biomédecine? Beaucoup d'Américains étaient dans cette situation-là, c'est assez amusant. Les mêmes vont la réinvestir du côté de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'ils vont trouver dans l'épigénétique une occasion de penser la formation de races socialement construites, en pensant que les effets sociaux de la racisation et du racisme se transmettent ensuite sur l'épigénome et donc sont susceptibles d'avoir des marques héréditaires. Donc ce qui est très frappant, c'est que
quand bien même vous cherchez à vous en débarrasser par la grande porte, elle revient par la fenêtre. Et historiquement, alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la théorie de la dégénérescence au 19e siècle, et c'est exactement ce qui se jouait. C'est-à-dire que la notion de dégénérescence permettait de penser de la formation de race, la formation de race liée à des altérations héréditaires qui, finalement, sont assez proches de ce qu'on pourrait décrire aujourd'hui avec l'épigénétique. L'une des manières d'entendre la question que vous avez posée, c'est peut-être ça que vous aviez en tête, et le point de savoir dans quelle mesure ces réflexions autour de la race sont encore pertinentes, on peut se poser la question de différentes manières, mais en tout cas, est-ce qu'elles n'auraient pas de toute manière été invalidées par l'essor de l'épigénétique? Alors, ce n'est pas le chemin qui est en train de prendre le débat en cours, mais disons que ça a permis de reposer un nouveau frais, ou en tout cas une nouvelle fois, la question de la confusion entre différents aspects, justement, différentes conceptions, différents sens de cette notion de race. Et un peu en lien avec ce que disait Olivier il y a un instant, la question de la confusion entre, enfin plus exactement de tout ce qui peut être incorporé derrière une identification raciale, en particulier si elle est d'un type administratif. Dans quelle mesure les maladies, enfin, la plus grande prédisposition aux maladies cardiovasculaires objectivées dans la population afro-américaine est liée à un variant biologique, génétique en l'occurrence, ou à toute une expérience de vie incorporée. Et c'est totalement en lien avec ce que disait Olivier. C'est autour de ces questions que l'épigénétique a pris pied, si on peut dire, en tout cas, est entré dans le débat public autour de ces questions, sans pour le moment, en tout cas, faire disparaître totalement toute référence à la notion de race, puisqu'au contraire, elle est le complémentaire, d'une certaine manière, nécessaire d'un raisonnement autour de l'épigénétique, génome. Alors sur comment l'objet connecté peut contribuer à l'empouvoirment du patient, le terme est affreux en français, mais au moins il est français, francophone en tout cas. À partir du moment, alors on va voir la version positive de la chose, c'est que si le patient a accès à des données qui concernent sa pathologie, son suivi, il reprend la main sur sa maladie et il peut y contribuer, enfin, il ne contribue pas à la maladie, mais contribuer à son traitement, alors qu'un patient qui est laissé dans le noir et qui n'a des informations concernant sa maladie que de façon ponctuelle et au travers de consultations qui restent intermittentes, il y a une distance, une appropriation moindre de la maladie. Je ne sais pas, là aussi, je ne suis pas sûre d'avoir été extrêmement claire. Mais on le voit bien avec certains outils qui sont maintenant, par exemple, beaucoup utilisés dans le suivi des apnées du sommeil, où les patients ont des applis qui donnent accès à l'efficacité du traitement, aux effets secondaires, avec des petites vidéos, des petits tutoriels, etc. Il y a ce type d'outil qui est mis en place et qui est permis par l'objet connecté. Alors, on a une question là-bas. Okay, thank you all for your excellent papers. I will comment in English and then Sophie can translate if needed, okay? So it's two questions. One is, it strikes me that there are implications from your talk for your research, which is that the use of les objets connectés by different social and demographic groups will produce a new archive that is also racialized, that will produce a new view of medicine that race needs to be pulled out of in some way, but that may not be self-evident from the way that it's collected, potentially. So I would love to hear your thoughts on that. Translate and then we'll... Donc je traduis la première question qui visait à rapprocher les deux papiers qui nous ont été présentés, puisque la médecine connectée va collecter un certain nombre de données et créer de nouvelles bases de données, de nouvelles archives qui vont avoir tout un impact sur la médecine racialisée. Et donc, Kirsten Oster aurait aimé avoir votre point de vue là-dessus. Okay. Et la deuxième question. Deuxième. I wonder if you could comment on the different impacts on patients versus on doctors of les objets connectés when they come from inside of clinical settings versus outside. So devices that are medical devices that capture and feed back data in some way to patients versus
those that are more consumer-oriented, such as the wearables, which come from outside the clinical setting. Et pour les objets connectés, auriez-vous des commentaires sur les objets qui proviennent plutôt du monde de la santé et qui sont donc donnés aux patients pour collecter leurs données, contre ou en regard des objets qui sont plus qui proviennent plus du domaine commercial et qui ont un usage peut-être plus de loisirs, mais qui peut être réintégré dans les usages médicaux. J'espère que j'ai bien traduit. Voilà. On va peut-être répondre en français. It's okay for you if you speak in... Okay. Bon, à mon avis, il y a plusieurs choses qui peuvent être dites par rapport à ça, mais une chose, ça dépend beaucoup de comment sont ensuite traitées ces données, puisque c'est des données, mais ensuite il est probable qu'elles vont être ensuite stratifiées de la même manière selon les catégories déjà existantes. C'est l'une des possibilités. Y compris en intégrant des catégories raciales. Voilà, donc au sens administratif. Exactement, en intégrant des catégories raciales au sens administratif ou ethno-raciales. Et on peut imaginer assez facilement qu'il soit établi des corrélations entre ce type d'information et les styles de vie, par exemple. C'est pas compliqué à imaginer, ça, par exemple. Je pense qu'il y a cet aspect-là. Après, il y a un autre aspect qui est posé dans la question, qui est-ce qu'on va voir se développer, en particulier aux États-Unis ou dans des pays où la notion de race sert vraiment d'identification importante, des objets connectés racialisés, ajustés aux particularités de tel ou tel groupe, ou intégrant cette variable même dans les informations du genre, vous êtes afro-américain, vous avez un risque plus élevé de faire tel ou tel accident vasculaire cérébral par exemple, on va mettre en place un dispositif spécifique pour ça qui ajuste les informations là-dessus. Ça, c'est une possibilité qui est ouverte à mon sens. Hein. En deux mots, ça dépend beaucoup, comme le disait à l'instant Olivier, de quelle manière on entend le terme de race et de racialiser. Nous, ce qui nous intéressait plus dans nos travaux, c'est dans quelle mesure des médecins à différents moments, des biomédecins aujourd'hui, on considérait que la race au sens de prédisposition incorporée et en l'occurrence génétique était pertinente dans la réflexion sur au plan diagnostique, thérapeutique ou dans une perspective de santé publique. Alors on pourrait penser qu'effectivement l'idée qu'il y aurait une prédisposition génétique différentielle selon le groupe racial, ethnique à l'usage des objets connectés serait une vaste plaisanterie. En réalité, il faut se méfier parce que récemment, des travaux ont commencé à paraître faisant état d'une héritabilité, donc d'une dimension comme ça, d'une différence de type biologique dans l'usage des médias sociaux. J'attends avec impatience que ces travaux soient étendus aux usages des objets connectés. C'est toujours assez croquignolet. Juste compléter l'idée qui, en fait, si je veux dire, c'est quelque chose d'une banalité. L'être humain ne se réduit pas justement seulement à ces données, donc il a toute une dimension qui échappe au médecin, qui échappe au patient lui-même d'ailleurs. Et donc, cela vient justifier le fait de développer encore plus justement des recherches qui puissent être en interaction avec d'autres disciplines, des recherches qui vont s'occuper et qui vont pouvoir donner une lumière à cette dimension qui échappe et qui échappera toujours à une maîtrise ou au simple fait d'avoir des données chiffrées. Voilà, donc c'était juste un petit rappel qui... vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a toujours dès qu'il y a une chose qu'on pousse par la fenêtre, elle revient par la porte. C'est bien celle-là, la dimension subjective du sujet. Et pour compléter ce que vous avez posé tout à l'heure comme question, qui du coup m'a échappé. Ça va revenir par la porte tout à l'heure.
Oui, c'était juste une question. Oui, pardon. Ouais, je voudrais juste rajouter un tout petit commentaire sur la médecine racialisée, entre guillemets, ou ethnicisée. Je pense qu'effectivement, dans la conception même d'objets connectés, version pour différentes catégories de population, d'abord je préfère le terme ethnicisé, je le trouve moins violent, mais en même temps, elle est indispensable dans la mesure où il faut tenir compte des particularités culturelles. Et pour le coup, on n'est plus dans des données génomiques, on est dans des données culturelles, et c'est très important. On connaît l'importance de l'ethnomédecine ou de l'approche médicale modifiée en fonction du contexte culturel du patient. Ça, c'est la première chose que je voulais donner. Un commentaire sur l'intelligence artificielle. Vous avez dit que les données de génomique sont réintégrées ou sont racialisées. Aujourd'hui, il y a des travaux d'intelligence artificielle qui utilisent le deep learning qui, du coup, sont sans hypothèse a priori. Et normalement, officiellement. On a vu que ça fonctionnait. Voilà. Mais dans les faits, il y a beaucoup d'hypothèses dans les logiciels mis en œuvre. Bah oui, enfin, la seule chose, c'est qu'elles ne sont pas traitables par la plupart des gens qui les mettent en œuvre. Et les gens qui les élaborent, ils les connaissent, les hypothèses. Alors, c'est un peu il y a François et il y a Julie. Ouais. Sur ethnicisé, racialisé, et la question effectivement du débat qui s'engage là, je dis juste au passage, il y aura le 22 janvier, c'est ça, hein, Olivier ? Le 22 janvier, organisé par le LABEX Qui suis-je, dans le cadre du programme de l'écriture d'une encyclopédie sur l'identité, un débat qui rassemblera Olivier, Raymond, et Evelyne Heyer et Magali Besson sur cette question-là à l'amphithéâtre Turing de 18 à 21h, donc ce sera l'occasion de reprendre le débat. Moi je voudrais revenir sur une chose, c'est Marie-Pia, quand tu dis mieux se prendre en charge. Et quand Christina, tu dis l'homme ne se réduit pas aux données. C'est vrai, mais la question qu'on peut se poser, et c'est là où je rejoindrai la question du tout début, où comment renforcer et faire vraiment une démarche interdisciplinaire, parce que je sois complètement convaincu du fait d'être analyste que c'est important de voir les modifications psychiques, n'empêche que l'enjeu là, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du savoir et du rapport à son propre corps, qui font que les données deviennent massives et disponibles tout le temps, et des données dont jusqu'à présent, je dirais, pour l'être humain, je forcerai un peu le trait, c'est très très bien de ne pas les connaître, ça permet de vivre tranquillement tous les jours. Quand sur mon iPhone, dont on voit tout le monde le consulter, je vais pouvoir avoir en direct des trucs, c'est là où il y a une dimension aussi traumatique, parce que c'est un excès d'informations intraitables qui suscite obligatoirement un fond d'anxiété, avec ce que tu disais, et qu'il faut arriver à travailler, mais pas seulement les psys, aussi avec les sociologues et les historiens, qui est la dimension hypocondriaque que ça va engendrer, et les tendances paranoïaques, où le corps devient un objet qui est en train de faire des siennes, qui est en train de vivre sa vie, et sans arrêt de nous interpeller. Et c'est un sacré modification des mentalités du paysage, et là, ça demande vraiment de demander comment on peut traiter ça de manière interdisciplinaire réellement. Je crois qu'il y a encore une dernière question. Oui, j'avais une question dont je me rends compte qu'elle peut sembler un peu malicieuse, mais qui est vraiment une vraie curiosité. C'était pour vous, messieurs, de savoir si, à votre connaissance, il existait une recherche un peu similaire sur le sexe ou le genre. Parce que c'est quand même aussi, ça peut être vu en problématique de diagnostic thérapeutique, santé publique. Enfin, il y a des enjeux absolus et de représentation. Voilà, et par rapport à l'histoire de la médecine. Une réponse courte à votre question, ce serait oui. Et ça consisterait aussi à vous renvoyer notamment aux travaux de Sarah Richardson, qui a vraiment beaucoup travaillé de manière intensive la question des différences de sexe / de genre dans la génomique et la médecine génétique de manière plus générale. Mais peut-être pour compléter, un rapport récent de l'Académie de médecine est porté en partie sur cette dimension-là,
insistant justement sur l'importance de prendre en compte les variations caractéristiques du sexe, effectivement, dans tout un ensemble de maladies, qui avait fait, et ça a fait l'objet de beaucoup de débats, parce qu'en fait, c'était insisté beaucoup sur la part biologique et notamment génétique de ces dimensions, aux dépens de tout un ensemble d'autres caractéristiques qui sont soit effectivement de représentation, mais qui sont surtout des facteurs sociaux divers et variés, qui sont des éléments essentiels en fait, dans ce cadre-là. Mais de fait, c'est vraiment quelque chose de très développé et qui en France est plus facile d'ailleurs à mettre en avant que les autres dimensions. C'est bon, personne n'est frustré, on peut s'arrêter là. Ah si, un monsieur est frustré là. Non, une dernière, mais si je ne veux pas lui couper la parole, une dernière question, mais après on arrête. Est-ce que quelque part ces objets connectés, ça ne fait pas qu'amplifier finalement une question ancienne? C'est quand même qu'est-ce qui est perçu dans le public finalement de ce qu'est la médecine. Et j'ai l'impression qu'en fait toutes ces techniques courent un risque finalement, enfin c'est un risque si l'on peut dire, c'est que finalement les usagers prennent peu à peu la médecine non plus du tout pour un art mais pour une technique. Et du coup, il y a vraiment un malentendu, en fait. Et j'ai l'impression que les objets connectés vont aggraver, en fait, ce malentendu. Voilà, c'était juste ma remarque. Vous avez mentionné les tensiomètres. La mise à disposition, l'utilisation de tensiomètres par le grand public a révolutionné la prise en charge de l'hypertension artérielle et a apporté un plus indéniable au sujet. L'utilisation des objets connectés, encore une fois, moi c'est le côté optimiste que je vais mettre en avant, mais ce qu'a dit François Villa et ce que dit aussi Christina et d'autres sur l'hypocondrie et l'anxiété que ça génère sont vrais. Pour autant, ça peut aussi permettre, enfin en tout cas ça permet la mise en place d'une relation thérapeutique négociée entre une équipe soignante et un patient, et ça va dans la bonne direction à mon sens. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là. Il y a encore plein de choses à dire. Même moi, j'avais des choses à dire, mais